Salut tout le monde, nouvelle vidéo consacrée au concours du CEDI, Magistère de développement économique. Alors nous allons traiter le sujet de 2019, CEDI 2019 mathématiques. Après on va traiter le sujet d'économie, CEDI 2019. Ensuite on passera à 2020, 2021, 2022 et ainsi de suite. Donc on commence par le sujet de mathématiques qui est relativement simple. Alors l'épreuve de mathématiques dure 2 heures de temps. Vous voyez, comme vous le voyez. C'est une épreuve de 2 heures de temps et c'est mathématiques et statistiques. D'accord? On va commencer par la première question qui compte pour 4 points. On choisit 5 cartes au hasard dans un jeu de 32 cartes. Quel est le nombre de choix possibles? Alors, pour répondre à cette question sur le nombre de choix possibles, il est conseillé de faire une petite discussion. Déjà, lorsqu'on choisit 5 cartes au hasard dans un jeu de 32 cartes, le choix peut se faire de manière successive avec remise, de manière successive sans remise et de manière simultanée. Donc, si le choix est successif, on va dire successif avec remise, qu'est-ce qu'on aura? Puisqu'on choisit 5 cartes, au premier choix, on aura 32 possibilités. Ensuite, au deuxième choix, comme c'est successif avec remise, on aura encore 32 possibilités. Ensuite, au troisième choix, comme c'est successif avec remise, on aura encore 32 possibilités, ainsi de suite, jusqu'à la cinquième carte. Donc, ça va donner 32 puissance 5. Ça va donner 32 puissance 5. Maintenant, si le choix est successif, sans remise, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la première carte, on a 32 choix possibles. Ensuite, à la deuxième carte, on a 31 choix possibles. Ensuite, à la troisième carte, on a 30 choix possibles. À la quatrième, on aura 29 choix possibles. À la cinquième, on aura 28 choix possibles. Ça donne en tout arrangement de 5 dans 32. Et enfin, si c'est un tirage simultané, d'accord? Simultané, qu'est-ce qu'on aura? On aura combinaison de 5 dans 32. Donc voilà pour la première question qui concerne pour la première sous-question de la question 1. La question 2, on dit on lance 5 fois un dé, on rappelle le résultat, on appelle le résultat le singuplet R1, R2, R3, R4, R5 où RI représente le numéro obtenu au IM lancé. Quel est le nombre de résultats possibles? Donc pour cette question, alors on va la traiter en vert pour ne pas confondre. Pour cette question, alors on dit un résultat c'est un singuplet R1, R2, d'accord, R3, R4 et R5. Un singuplet. Ça, c'est un résultat possible. Maintenant, au premier lancé, on a combien de résultats possibles? Si le dé a 6 faces, on suppose que le dé a 6 faces, on a 6 résultats possibles au premier lancer. Et au deuxième lancer, on a encore 6 résultats parce qu'il est possible d'obtenir encore au niveau du deuxième lancer le résultat du premier lancer. Au troisième lancer, on a encore 6 résultats. Au quatrième lancer, on a encore 6 résultats. Et au cinquième, enfin, on a 6 résultats. Ça fait en tout 6 puissance 5. D'accord, c'est tout pour cette question. Pour cette sous-question. Maintenant, la dernière sous-question. Qu'est-ce qu'elle dit? On dit un enseignant interroge chaque jour 3 étudiants différents. D'accord, chaque jour j'interroge 3 étudiants différents. Un sur le cours, un sur le travail dirigé et un sur les démonstrations mathématiques. Le cours contient 32 étudiants. D'accord, dans ma salle j'ai 32 étudiants. D'accord, et quel est le nombre de choix du professeur pour interroger ces 3 étudiants? Alors ici, de manière pratique, le choix des étudiants se fait de manière successive.
et sans remise, c'est-à-dire que chaque jour, il interroge 3 étudiants différents. Alors, on dit quel est le nombre, quel est le nombre de choix du professeur pour interroger ces 3 étudiants. Alors, ça veut dire que pour la première question, c'est-à-dire l'interrogation que je dois faire sur le cours, je dois choisir un étudiant parmi les 32, n'est-ce pas? Donc, j'ai 32 choix possibles. Ensuite, après avoir choisi cet étudiant, je choisis un autre étudiant, autre que celui qui est choisi au départ. Donc, pour le deuxième choix de l'étudiant, j'ai 31 choix possibles. D'accord? Ensuite, pour le dernier étudiant, j'ai 30 choix possibles. Mais attention, il y a un petit piège dans cette question, c'est que... ok, non, c'est bon. Ça veut dire que la première question, dans le premier choix, c'est pour interroger sur le cours, n'est-ce pas? Ça, c'est l'interrogation sur le cours. Le deuxième choix, c'est sur les TD, travaux dirigés. Et le troisième choix, c'est sur les démonstrations mathématiques. Donc, ça fait un taux arrangement de 3 dans 32. Donc, voilà, c'est tout pour l'exercice. Pour la question 1. On passe à la question 2. Donc, la question 2, qu'est-ce qu'elle dit? Le tableau suivant classe 1456 personnes selon leur genre et leur attitude vis-à-vis d'une loi anti-armes. D'accord? Donc, on a ce tableau un tableau croisé. Un tableau croisé qui croise le sexe, n'est-ce pas? On a les hommes, les femmes. On a les hommes là, ici. Et là, on a les femmes. Ensuite, horizontalement, qu'est-ce qu'on a? On a ceux qui sont favorables à la loi et ceux qui sont défavorables à la loi. Donc, qu'est-ce qu'on demande comme question? On dit calculer la probabilité, les probabilités suivantes si une personne est choisie au hasard. Alors, cette première probabilité petit a, on dit calculer la probabilité de A1. A1, c'est quoi? A1, c'est l'ensemble des personnes favorables à la loi. C'est égal à le nombre de cas favorables à A1, c'est-à-dire 1041, divisé par le nombre de cas possibles sur le nombre total de personnes, c'est-à-dire 1456. Donc, on peut calculer ça avec la calculatrice. D'accord. Donc, on va faire 1041 divisé par 1456. Ça donne 71,49%. Ça fait 71,49%. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça signifie? P de A1, ça veut dire que 71,49% sont favorables à la loi anti-armes. Donc, 7 personnes sur presque 7 personnes, un peu plus de 7 personnes sur 10 sont favorables à cette loi. Ensuite, en petit b, on demande de calculer, on va écrire en vert, P de A1 sachant S1. Donc là, on va utiliser les probabilités conditionnelles. Ces probabilités représentent quoi? Elles représentent la probabilité de A1 sachant S1, c'est-à-dire la probabilité d'être favorable à la loi sachant que on est un nombre. Donc, d'après la formule des probabilités conditionnelles, est égal à P de A1 inter S1, le tout divisé par P de S1. D'accord? Alors, P de A1 inter S1, c'est-à-dire la probabilité que A1 inter S1 représente l'événement être favorable à la loi et être un nombre. D'accord? Donc, cette probabilité est égale à le numérateur, ça va faire 392 divisé par 1456, le tout divisé par P de S1, c'est 633 divisé par 1456. Donc, ça fait en tout 392 divisé par 633.
Donc, si on calcule ça rapidement, 392 divisé par 633, ça donne 61,92. Donc, cette probabilité ici est égale à 61,92%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, parmi les hommes, n'est-ce pas, sur 10 hommes, ça veut tout simplement dire que sur 10 hommes, environ un peu plus de 6 sont favorables à la loi anti-armes. Maintenant, le petit c, si on veut calculer le petit c, la question petit c, on va la traiter ici. On dit calculer P de A1 sachant S2. P de A1 sachant S2 est égal à quoi? P de A1 inter S2 sur P de S2. Alors, P de A1 inter S2. A1 inter S2, c'est quoi? C'est être favorable à la loi et être une femme. Donc, ça va faire 649 divisé par 1456. Le tout divisé par P de S2, c'est la probabilité d'être une femme. C'est 823 divisé par 1456. Donc, ça va donner 649 divisé par 823, ce qui est égal à, alors si on calcule avec la calculatrice, c'est 649 divisé par 823, ça donne 78,85%. 78,85%. Ça veut dire que sur 10 femmes, presque 8 sont favorables à la loi anti-armes. D'accord? Sur 10 femmes, presque 8 sont favorables. Donc, ensuite, petit d. Ah, ok. Petit d, on dit interpréter les résultats. Interprétation. Pour l'interprétation, c'est très simple. Pour interpréter le petit b c'est quoi? P de A1 sachant S1. A1 c'est être favorable à la loi, S1 c'est être un homme. Donc P de A1 sachant S1 c'est la probabilité d'être favorable à la loi, sachant que on est un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les chances d'être favorable à la loi, sachant que la personne est un homme. Donc ça veut tout simplement dire que cette probabilité-là, c'est 61,92%. Ça veut dire que 6 hommes sur 10, n'est-ce pas, sont favorables à la loi, tandis que presque 8 femmes sur 10 sont favorables à la loi, n'est-ce pas? Ça, c'est le petit c. Ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ceci veut tout simplement dire que 6 hommes, si on est un homme, si on tombe sur un homme au hasard, il y a 60% de chances qu'il soit favorable à la loi, alors que si on tombe sur une femme, il y a presque 80% de chances qu'elle soit favorable à la loi anti-armes. Donc voilà les interprétations que nous pouvons faire. Donc on passe à la question 3. Question 3, c'est indiquer si les fonctions suivantes disposent des maximums locaux, des minimums locaux ou de points d'inflexion. Alors peut-être il faut rappeler cette notion de maximum locaux et minimum locaux et points d'inflexion. C'est quoi un extrémum local? Un extrémum local, c'est un point. Donc je vais dire par exemple que le point de coordonnées x0, f de x0, ce point-ci, sera extrémum local. Donc est extrémum local si quoi? Si la dérivée, si f' s'annule en x0 en changeant de signe, n'est-ce pas? En changeant de signe. Parce que si ça ne change pas de signe, ce n'est pas un extrémum. Vous pouvez avoir une dérivée qui s'annule en un point, mais qui ne correspond pas à un extrémum. D'accord?
Maintenant, le point de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion quand est un point d'inflexion. On va écrire ça en rouge. C'est un point d'inflexion lorsque f prime, f seconde, autant pour moi, lorsque la dérivée seconde s'annule en x0 en changeant de signe. N'est-ce pas? Donc, on va appliquer ces principes à chacune de ces fonctions. On va commencer par la première fonction qui est la fonction polynôme. La fonction polynôme, cette première fonction, c'est une fonction polynôme. Alors, on va l'appeler, appelons-la f de x égale à x au cube moins 3x au carré plus 1. À quoi est égal à sa dérivée première? Sa dérivée première, c'est 3x au carré moins 6x, n'est-ce pas? On peut la factoriser directement. Ça va faire 3x facteur de x moins 2. Vous voyez que cette dérivée s'annule en 2 points, n'est-ce pas? Si on résout l'équation f' de x égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que x égale à 0 ou x égale à 2. Et vous pouvez étudier le signe de la dérivée. Ça, c'est le signe de la dérivée. Dans un tableau de signes, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quelque chose comme ceci. X, on aura x là, on aura moins l'infini, on aura 0, on aura 2, on aura plus l'infini. On a la dérivée là, f' de x. Comme c'est un polynôme de second degré, n'est-ce pas, qui s'annule en 0, vous connaissez étudier les signes de polynôme de second degré. On dit à l'intérieur des racines, on met le signe de moins a. Notre a ici, c'est 3. Donc, moins a, c'est moins 3. Son signe, c'est moins, plus. Donc, vous voyez que la dérivée première s'annule en 0 en changeant de signe, n'est-ce pas? Quand on traverse là, on a plus, moins. Pareil pour 2. Donc, en même temps, ça nous permet de savoir si ce sont les maximums ou les minimums. Donc, si vous tracez par exemple, si vous complétez au tableau de variation, vous aurez la courbe qui va monter. On aura f de 0 ici. F de 0, c'est 1 qui va descendre. F de 2, si je calcule f de 2, ça va faire 8 moins 12. 8 moins 12, ça fait moins 4. Plus 1, ça fait moins 3. Descend à moins 3. Et ça remonte. D'accord? Ça va quitte de moins l'infini à plus l'infini. Donc, la conclusion pour cette première fonction, c'est quoi? La fonction y, la première conclusion, c'est que y égale à x au cube moins 3x carré plus 1 admet un maximum local, n'est-ce pas? Admet un maximum local. Alors, c'est quoi le maximum local? Un maximum local qui aura pour coordonnées un maximum local au point de coordonnées 0, 1. Et ça admet aussi un minimum local qui aura pour coordonnées 2, moins 3. Maintenant, est-ce qu'il y a des points d'inflexion? Pour le savoir, on calcule la dérivée seconde. La dérivée seconde, si vous calculez la dérivée seconde de x, de f, autant pour moi, ça va faire, puisque la dérivée première, c'est la dérivée première ici. C'est la dérivée première, donc si on calcule la dérivée seconde, ça veut dire qu'on dérive la dérivée première, ça va faire 6x moins 6. On peut factoriser, c'est égal à 6 facteur de x moins 1. Vous voyez que si vous résolvez la dérivée seconde égale à 0, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez que on obtient x égale à 1. X égale à 1.
Et si vous étudiez le signe de cette dérivée seconde, vous allez voir que ça va changer de signe. Donc, le point de coordonnée 1, f de 1, c'est-à-dire le point de coordonnée 1, f de 1, c'est combien là? Si on remplace, ça fait 1, moins 3, ça fait moins 2, plus 1, ça fait moins 1. Donc, le point de coordonnée 1, moins 1 est un point d'inflexion. Est un point d'inflexion. Ici, c'est à la courbe de f, n'est-ce pas? À la courbe de f. C'est un point d'inflexion. Inflexion ACF. Bon, c'est quoi un point d'inflexion? C'est un point qui est tel que lorsque la fonction arrive en ce point-là, ça change de concavité. Donc, si avant ce point, la fonction était concave, après ce point, elle devient convexe et vice-versa. Donc, c'est ça. Maintenant, passons à la deuxième fonction. La deuxième fonction, c'est cette fonction. Hein. Ok, merci. Merci, je viens. La deuxième fonction, c'est cette fonction. On va l'appeler g de x. Appelons la g de x égale à 3x au carré moins 3x moins 2. Donc, on va regarder si cette fonction admet le maximum locaux, minimum locaux et point d'inflexion. C'est la même routine. Hein. Donc, alors, on va séparer notre feuille de calcul. Donc, on va poser g de x égale, alors c'était quoi? C'était 3x carré moins 3x moins 2. 3x carré, 3x carré, 3x moins 2. Alors, si on calcule g' de x, ça va faire 6x moins 3, qui est égal à, je peux mettre 3 en facteur, 3 facteur de 2x moins 1. Alors, si vous étudiez le signe de cette fonction, de la dérivée, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici x, ça s'annule en 1 demi. Si vous résolvez ça égale à 0, vous aurez 1 demi, moins l'infini, plus l'infini. Alors, ici, on va mettre g' de x, qui s'annule là. Et là, on a g de x. G de x, alors ça va faire moins plus. Ça va descendre avant de monter. Ici, on calcule g de 1 demi. G de 1 demi est égal à combien? Ça va faire 3 fois 1 demi au carré, moins 3 fois 1 demi, moins 2. Donc, ça va faire 3 quarts, moins 3 demi, moins 2. Alors, lorsqu'on va calculer, réduisons au même dénominateur, ça fait 3K, moins 6K, moins, alors, 2 fois 4, 8, moins 8K, moins 8K, alors, moins 6, moins 8, ça fait, disons, 3 moins 6, c'est moins 3, moins 3, moins 8, ça fait moins 11, ça fait moins 11K, moins 11K, alors, ici, on aura moins 11K. Ça veut dire que le point de coordonnée 1 demi, moins 11K, est un minimum local. Minimum. Global même. C'est un minimum. C'est un minimum global. Parce qu'il n'y a pas d'autres minimums. Il est global. D'accord. Par contre, ici, ça c'est un minimum, un maximum local. Ça c'est un minimum local. Parce qu'il y a des valeurs qui sont plus petites. Okay. Donc, alors, est-ce qu'elle admet de point d'inflexion? C'est non. Parce que si vous calculez la dérivée seconde, g seconde de x, ça va donner 6, qui ne s'annule pas, n'est-ce pas, qui est différent de 0, quel que soit x que vous prenez dans R. Donc, c'est tout pour cette fonction. Alors, la dernière fonction, on va la faire en quoi? Disons en rouge, cette fonction. Appelons cette fonction h de x. H de x qui est égal à 2x, tout divisé par x carré plus 1. D'accord? Ça, c'est une fonction rationnelle. Est-ce que cette fonction admet des extrémums locaux ou bien des points d'inflexion? Donc, on va traiter cette fonction plutôt de ce côté.
Euh, donc voilà, alors h de 2x sur x carré plus 1, on va l'écrire là, h de x égale à 2x sur x carré plus 1. Alors on rappelle que pour dériver cette fonction, pour dériver une fraction, lorsque vous avez une fonction qui s'écrit sous la forme u de x sur v de x, alors la dérivée de ça, c'est égal au numérateur d'abord dérivé u' de x fois v de x moins le dénominateur u de x fois v' de x, tout divisé par v de x au carré. Donc, si on calcule h' de x, ça va faire la dérivée du numérateur prime fois le dénominateur moins la dérivée du dénominateur x carré plus 1 prime fois le numérateur, le tout divisé par x carré plus 1, le tout au carré. Donc, qu'est-ce que ça donne? La dérivée de 2x, c'est 2. On aura 2x carré plus 2. Alors, la dérivée de x carré plus 1, c'est 2x. 2x fois 2x, ça va faire moins 4x au carré. N'est-ce pas? 4x carré, le tout divisé par x carré plus 1, le tout au carré. Qu'est-ce que ça donne en fin de compte? Ça fait moins 4x, alors, pas moins 4. Alors, on aura 2x carré moins 4x carré, ça fait moins 2x au carré plus 2. Le tout divisé par x carré plus 1, le tout au carré. Ce qui va donner, on peut mettre 2 en facteur, 2 facteur de quoi? De 1 moins x au carré, le tout divisé par x carré plus 1, le tout au carré. Ça fait 2 facteurs de 1 moins x, facteur de 1 plus x, le tout divisé par x carré plus 1, le tout au carré. Donc voilà la dérivée de h. Alors, si on étudie les signes de cette dérivée, remarquez une chose que, alors ici, si vous regardez on va prendre notre couleur, le dénominateur, ce dénominateur-ci, c'est une quantité qui est déjà positive, alors que le numérateur est un polynôme de second degré qui change de signe. Donc, si on veut étudier ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va tracer le tableau de variation. Donc, x, elle est définie sur R. La dérivée s'annule en moins 1 et en 1, plus l'infini. Donc, on aura h' de x ici. On aura h' de x là. Qui s'annule là et là. Et on a h de x. Alors, regardez le numérateur. Notre numérateur que voici, ce numérateur-ci, c'est une quantité qui est comment? Qui est, c'est un polynôme de second degré. Donc, à l'intérieur des racines, on va mettre le signe de moins a. Ici, notre a, c'est moins 1. D'accord? Parce que pour étudier le signe d'un polynôme de second degré, ax carré plus bx plus c, si on a les racines x1 et x2, alors ce polynôme-ci, on met entre les deux racines, on met le signe de moins a, et à l'extérieur, on met le signe de a. Or, notre a ici, c'est moins 1. Donc, moins a, ça veut dire que si a c'est moins 1, ça veut dire que moins a est égal à 1. Et son signe, c'est plus. Donc, on a plus, et de l'autre côté, on met le signe de a qui est moins. Donc, vous voyez que la courbe va décroître. À moins 1, si on calcule h de moins 1, ça va faire moins 2 sur 2. Ça fait moins 1 aussi. Ça remonte. Si on calcule h de 1 c'est 2 sur 2. Ça remonte à 1 et ça redescend. Ça redescend. Bon, la limite en plus l'infini c'est 0. La limite en moins l'infini c'est 0. D'accord. Donc, la conclusion qu'on doit formuler ici, c'est que, alors, ça, c'est un minimum global.
Ça, c'est un minimum global. Ça, c'est un maximum global. Rappelez-vous bien de la question, dire si la fonction admet un minimum local ou un minimum ou un maximum local et un point d'inflexion. Donc, ici, il n'y a pas d'extrémum locaux. Ça, c'est un minimum, comment je vais dire, il est local, il est global autant pour moi. Là aussi, il est global. Je vous explique pourquoi. Parce que si on veut tracer cette courbe, voilà ce que ça va donner. Je vais la tracer en bleu. Attends, je vais la tracer en... Bon, alors, on va la tracer à main levée. On va d'abord tracer l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, comme ça. C'est juste une esquisse. Et l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. Pardon. Si on trace l'axe des ordonnées. Hop. Ensuite vers le haut. Voilà. On met 1, 2, 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Là, on a 1, 2, 3. Là, on a moins 1, moins 2, moins 3. Maintenant, si on met le point de coordonnée moins 1, c'est ce point. Qu'est-ce que je dis? Non, c'est ce point, autant pour moi. Donc, je vais gommer un peu. Le point de coordonnée x égale à moins 1, qui est là, on descend, et y égale à moins 1, qui est comme ça. Et là, on obtient ce minimum-là. Tac. OK. Ensuite, le point de coordonnée 1, 1. Y égale à 1, x égale à 1. Ça donne ce point. Pardon. Ensuite, si on trace dans la courbe, vous voyez que la limite à l'infini donne 0. N'est-ce pas? Ça veut dire que la droite y égale à 0 est asymptote à la courbe de f. Donc, voilà comment la courbe va venir. Non, je vais prendre une autre couleur. Disons la jaune. Ouais. La courbe va venir comme ça, puisque c'est asymptote, puis ça va reprendre là. Ça passe par le point de coordonnée 0, 0, parce que f de 0, c'est g de 0, c'est 0. Si ça revient là. Donc voilà. Et puis ça va redescendre comme ça. Vous voyez que ce minimum-ci, ce minimum, je vais comme ça, comme ça. Ce minimum-ci, il est global, n'est-ce pas? Il n'y a plus une autre valeur de la fonction qui est plus petite qu'elle. De même que ce maximum est global. Donc la conclusion, c'est que la courbe admet un maximum global ici, à ce point, et un minimum global là. Mais ça n'admet pas de minimum local ni de maximum local. D'accord? Donc c'était le piège de la question. Ensuite, si on essaye de calculer la dérivée seconde. Déjà, ce graphique-ci nous permet de savoir qu'on a un point d'inflexion. Ce point-ci, le point de coordonnée 0, 0, est un point d'inflexion parce que la concavité de la courbe a changé à ce niveau. Et on va le vérifier avec les calculs. Donc, si on calcule la dérivée seconde, h seconde de x, c'est égal à la dérivée de... Alors, donc, ça va faire quoi? Ça va faire la dérivée du numérateur. Le numérateur, c'est moins 2x au carré plus 2, le tout prime, multiplié par le dénominateur, c'est-à-dire x carré plus 1 au carré, moins la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire x carré plus 1 au carré, le tout prime, multiplié par moins 2x plus 2. Le tout divisé par qui? Tout divisé par x carré plus 1 au carré, le tout au carré.
Donc, ça va donner, lorsqu'on va développer la dérivée ici, ça va faire moins 4x, le tout multiplié par x puissance 4 plus 2x carré plus 1. Ensuite, moins cette dérivée ici, la dérivée de, c'est juste en guise de rappel, la dérivée de u puissance n, sa dérivée c'est nu' fois u puissance n moins 1. Donc, ici, ça va faire moins 2 fois u', c'est-à-dire fois 2x, fois u puissance n moins 1, c'est-à-dire x carré plus 1, le tout multiplié par moins 2x plus 2. Alors, et ensuite, on va diviser le tout par, qui? Par x carré plus 1, le tout à la puissance 4. Et je viens de constater que ça, on n'a même pas besoin de développer ça. On peut juste écrire son expression et on va voir comment ça va se simplifier. Donc, on va écrire x carré plus 1 au carré. Donc, au numérateur, nous avons un facteur commun. Le facteur commun, c'est qui? Je vais mettre ça en surbrillance. Le facteur commun, c'est x carré plus 1 et x carré plus 1. C'est lui le facteur commun. OK. Donc, on va donc calculer que la dérivée, ça va donner, on met le facteur commun en facteur, on met x carré plus 1 en facteur, c'est ça le facteur commun. Il va rester moins 4x multiplié par x carré plus 1. Tout à l'heure, c'était au carré, donc là, il ne va plus au carré parce qu'on a mis un facteur à l'extérieur. Ensuite, moins, alors 2 fois 2x, ça fait moins 4x, facteur de moins 2x plus 2. Donc voilà, le tout divisé par x carré plus 1 et tout à la puissance 4. Donc, si on calcule ça, on peut simplifier déjà ici. Donc, au numérateur, on va avoir moins 4x au cube, moins 4x, ensuite moins, moins 8, alors plus 8x carré, alors plus 8x carré, moins 4x, le tout divisé par qui? Par x carré plus 1 au cube. Ça va donner, alors, on peut mettre x en facteur, on va mettre x, facteur de, on va rester avec moins 4, x au carré, oui, plus 8x, moins 8. Le tout divisé par x carré plus 1, le tout au cube. Donc voilà, et vous voyez, ça c'est une quantité, peut-être on va écrire ça en fin et en rouge. Cette quantité-ci, elle est positive, n'est-ce pas? Elle a un signe plus. Maintenant, cette quantité-ci, quel est son signe? Il faut constater que ici, si on calcule le discriminant ici, delta c'est b carré, ça fait 8 au carré, moins 4 fois moins 4 fois moins 8, qui est négatif. D'accord? Si le discriminant est négatif, ça veut dire que ce polynôme de second degré n'admet pas de racine. Et si elle n'admet pas de racine, ça veut dire qu'elle a un signe constant. Et ce signe constant est égal au signe de A. Ça veut dire que cette quantité, elle est négative. N'est-ce pas? Et elle est toujours négative. Et maintenant, le x change de signe. Si x est inférieur à 0, si ça c'est 0, en 0, avant 0 c'est moins et après 0 c'est plus. Donc vous voyez que la dérivée seconde, si vous résolvez h seconde de x égale à 0, vous allez trouver que x égale à 0 et le point de coordonnée 0, h de 0, c'est-à-dire 0, 0, sera un point d'inflexion parce que cette dérivée seconde change de signe. Ça annule en changeant de signe en 0. Donc voilà pour cette question.
qui comptait pour 4 points. Ça méritait vraiment ces 4 points. Ensuite, on passe à l'exercice 4, question 4. Ce sont les matrices, vraiment très simple. On dit pour la matrice A, écrivez l'équation caractéristique et trouvez les racines caractéristiques. Alors, l'équation caractéristique d'une matrice, juste en guise de rappel, l'équation caractéristique d'une matrice c'est PA de X égale au déterminant de A moins XI. Donc, dans le cas d'espèce, dans notre cas ici, notre équation caractéristique, c'est égal à 0 bien sûr. Notre équation caractéristique, c'est PA de X égale au déterminant. Généralement, ce qu'on fait, c'est que on passe sur la diagonale principale, on soustrait X. Donc, c'est 2 moins X, 1, 1 et 2 moins X. D'accord? Ce qui va faire 2 moins X tout au carré, moins 1 au carré. Ça, on peut factoriser parce que c'est l'identité remarquable A carré moins B carré qui dit que c'est égal à A moins B facteur de A plus B. Donc, ce polynôme caractéristique est égal à 2 moins X moins 1 facteur de 2 moins X plus 1. Ce qui va donner en fin de compte 1 moins X facteur de 3 moins X. Donc, ça, c'est PA de X. Si on résout ça égal à 0, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les racines caractéristiques. Les racines caractéristiques vont donner X égale à 1 et X égale à 3. Donc, l'ensemble des racines caractéristiques, ce qu'on appelle le spectre de la matrice A. Donc, le spectre de A est égal à l'ensemble 1, 3. Très bien. Ensuite, on dit trouver les vecteurs propres correspondant à l'équation caractéristique. Alors, pour trouver les vecteurs propres ici, c'est très simple. On va résoudre cette question dans une autre couleur verte. Pour trouver les vecteurs propres, on cherche simplement les deux sous-espaces caractéristiques. Donc, le premier sous-espace caractéristique qu'il va falloir déterminer, c'est le noyau ou encore le quai de A moins I. N'est-ce pas? Ça, c'est le sous-espace caractéristique associé à la valeur propre 1. Parce que la formule générale, c'est que on cherche le quai de A moins XI. N'est-ce pas? On cherche le quai de A moins XI. Donc, on va chercher le noyau de A moins I. Alors, A moins I, si on calcule A moins I, c'est égal à... Bon, peut-être avant de calculer A moins I, il faut bien qu'on rappelle c'est quoi le quai de A moins I. Ceci est égal à l'ensemble des vecteurs de coordonnées x, y. Bon, on va dire les vecteurs U de coordonnées x, y, tels que A moins I. Tel que A moins I, le tout multiplié par U égale à 0. D'accord? Donc, c'est égal à quoi ce noyau? Ce noyau est égal à... alors, pour trouver à quoi ce que ça donne, il faut calculer A moins I. A moins I est égal à 2 moins 1, 1, 1, 2 moins 1. Donc, on fait moins 1 sur la diagonale principale. Ça va donner 1, 1, 1, 1. Donc, si on résout l'équation A moins I, le tout multiplié par U, égale au vecteur nul, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient qu'on aura la matrice 1, 1, 1, 1, multiplié par XY égale à 0, 0. C'est-à-dire X plus Y égale à 0. Ça, c'est l'équation. Ça, c'est l'équation caractéristique. Ça, c'est une équation caractéristique. Maintenant, pour trouver un vecteur propre de cette équation caractéristique, il suffit de trouver un vecteur directeur. Et on sait que pour une équation, juste en guise de rappel, si on a une équation de la forme AX plus BY
plus c égale à 0, n'est-ce pas? C'est une équation delta comme ça. Son vecteur directeur U, le vecteur directeur de cette équation U a pour coordonnées moins b, a. N'est-ce pas? Donc, dans notre cas d'espèce, le vecteur directeur U, on va appeler ça comme ça, U, associé à la valeur propre 1, on dit U1, a pour coordonnées moins b, c'est moins 1, et a, c'est 1. Très bien. Donc, voilà la premier successeur cartésien. C'est le second successeur cartésien, c'est ker de a moins 3i. D'accord? Qui on va appeler E indice 3, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des vecteurs U de coordonnées x, y, tel que a moins 3i, tout multiplié par U égale à 0. Donc, pour faire ça, il faut calculer a moins 3i. A moins 3i. A moins 3i est égal à 2 moins 3. On fait moins 3 sur la diagonale principale. 1, 1 et 2 moins 3. On va trouver la matrice moins 1, 1, 1, moins 1. Donc, si je calcule, je résous l'équation donc a moins 3i, tout multiplié par u égale au vecteur nul, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la matrice a moins 3i, c'est-à-dire moins 1, 1, 1, moins 1, tout multiplié par x, y, égale à 0, bon, égale au vecteur 0, 0. D'accord? Égale au vecteur 0, 0. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que ça donne comme équation? Le premier donne moins x plus y égale à 0. Le second donne x moins y égale à 0. En fait, c'est la même équation, c'est-à-dire c'est l'équation x égale à y. Donc, la conclusion ici, c'est que le vecteur propre u associé à la valeur propre 3 a pour coordonnées 1, 1. Donc, voilà nos vecteurs propres qu'on a identifiés. On a ce vecteur, coordonnées moins 1, 1. On a aussi ce vecteur de coordonnées 1, 1. Maintenant, la dernière question, c'est diagonaliser. Diagonaliser la matrice A. Pour diagonaliser la matrice A, c'est très simple. Il faut trouver la matrice diagonale, la matrice de passage, n'est-ce pas? Donc, c'est très simple. La matrice diagonale, c'est la matrice formée des valeurs propres, n'est-ce pas? Donc, des racines cartésiques. Donc, on peut mettre la valeur 1. Donc, alors, vous allez mettre cette valeur propre sur la diagonale principale. La première valeur propre, c'était 1, 0, 0, 3. D'accord? Une fois que vous l'avez fait, la matrice de passage, c'est la matrice formée des vecteurs propres. Les vecteurs propres. Et on met les vecteurs propres en ordre. Alors, si on a commencé par mettre la valeur propre 1, n'est-ce pas, comme ici, autant pour moi. Si on a commencé par mettre la valeur propre 1, ici on va mettre le vecteur propre de cette valeur propre, n'est-ce pas? Donc on va mettre U1, U1 qui était quoi? Moins 1, 1, le vecteur de coordonnées moins 1, 1, et U2 qui était 1, 1. Donc l'écriture diagonalisée de la matrice est A égale à P fois D fois P moins 1, P moins 1 qui est l'inverse de P. Donc voilà, ça résout l'équation. D'accord? Ok, donc là on passe au dernier exercice, l'exercice 5. Donc là, ce sont les intégrales, c'est très facile. Alors on dit trouver les intégrales suivantes. L'intégrale de 10x exponentielle de 2x 2x et intégrale de x carré exponentielle de x dx. Remarque, pour la seconde intégrale, vous devez utiliser l'intégration par partie 2 fois. Oh, on vous a vraiment aidé. De toutes les façons, pour les deux intégrales, nous avons fait une intégration par partie. Bon, pas forcément. Alors, pour calculer ça, je veux vous rappeler quelque chose. C'est quoi la dérivée des exponentielles de u de x? Alors, si on a une fonction qui s'écrit sous la forme exponentielle de u de x, à quoi est égale à sa dérivée? Sa dérivée est égale à u' de x
fois exponentielle de u de x. D'accord? Ça veut tout simplement dire que, ceci veut dire que la primitive de u' de x fois exponentielle de u de x dx est égale à, comment on va appeler ça? Est égal à exponentielle de u de x. Donc, ça nous permet donc de calculer facilement la première intégrale qui est, on va calculer la première intégrale qui est intégrale de 10x fois exponentielle de 2x dx. Cette intégrale est égale à l'intégrale de 5 fois... Alors, comment là, on va procéder par une intégration par partie. On va procéder par une intégration par partie ici. Il faut poser... Alors, on va dire posons u de x égale à 10x et v' de x égale à exponentielle de 2x. Ou bien, on peut mieux faire. On peut dire, on pose u de x égale à 5x. D'accord? On peut poser u de x égale à 5x. Et v' de x égale à 2 exponentielle de 2x. Parce que cette intégrale, c'est pas encore écrite sous la forme intégrale de 5x multiplié par 2 exponentielle de 2x dx. Donc, une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce que ça devient? Ça veut dire que u' de x égale à 5 et v de x, c'est-à-dire la primitive de v, donc v de x égale à exponentielle de 2x, d'après ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que là on est sur la forme u' fois exponentielle de u. Donc, la primitive intégrale de 10x exponentielle de 2x dx est égale, ça va faire uv, donc ça va faire u de x fois v de x est égal à u de x fois v de x moins intégrale de u' de x fois v de x dx. Donc ça va donner, alors u de x fois v de x, ça va faire 5x exponentielle de 2x moins intégrale de 5 exponentielle de 2x dx. Donc si on arrange ça, on va obtenir 5x exponentielle de 2x moins, alors la primitive de ça, ça va faire 5 sur 2 exponentielle de 2x plus une constante. D'accord, donc voilà le résultat de la première intégrale. Donc on va bien écrire ça, on va dire que l'intégrale de 10x exponentielle de 2x dx est égale à 5x exponentielle de 2x moins 5 demi de exponentielle de 2x plus k. On peut même factoriser ça, on peut dire que c'est 5x moins 5 demi, le tout fois exponentielle de 2x plus k. Très bien. Donc, on passe à la deuxième intégrale. La deuxième intégrale, c'est la primitive de x carré exponentielle de x dx. Donc, ça, on a même donné les indications. Donc, on va calculer la primitive de x carré exponentielle de x dx. On a dit de faire deux intégrations par partie. Ça veut dire qu'on va dériver ce polynôme de ça deux fois. Donc, la première intégration par partie, on va poser u égale à x carré et v' égale à exponentielle de x. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que u' égale à 2x et v égale à exponentielle de x. Donc, en fin de compte, on a l'intégrale de x carré exponentielle de x dx. On applique la formule, c'est égal à u fois v. D'accord, la formule reste la même, c'est-à-dire qu'on fait u fois v, comme ceci.
et après on fait U'(V). Donc ça va faire U fois V, c'est-à-dire x carré exponentielle de x, n'est-ce pas, moins la primitive de 2x exponentielle de x. Donc, pour quelqu'un qui veut être rapide, cette intégrale est déjà calculée implicitement avec la première intégrale, mais on va encore procéder par partie. Donc, on va encore poser, dans cette nouvelle intégrale, on va poser u égale à 2x et v' encore égale à exponentielle de x. Ça veut tout simplement dire que on a u' égale à 2 et v égale à exponentielle de x encore. Donc, ça veut dire que l'intégrale de x carré exponentielle de x dx qui était égal à x carré, bon, qui était égal à x carré exponentielle de x moins l'intégrale de 2x exponentielle de x est égal à x carré exponentielle de x moins, alors dans ce moins, on va, alors ici c'est la même chose, ça va faire uv, n'est-ce pas, uv moins u'V. Donc ça va faire 2x exponentielle de x moins l'intégrale de 2 exponentielle de x dx. Donc là, on ferme les crochets. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir x carré exponentielle de x moins 2x exponentielle de x plus intégrale de 2 exponentielle de x dx. Et à quoi est égal à la primitive de 2 exponentielle de x? C'est 2 exponentielle de x. Donc, en fin de compte, on aura x carré exponentielle de x moins 2x exponentielle de x plus 2 exponentielle de x dx. Il n'y a plus de dx, pardon. Donc, on peut factoriser ça en disant que c'est égal à x carré moins 2x plus 2 tout fois exponentielle de x. Donc, la conclusion, c'est que l'intégrale de x carré exponentielle de x dx est égale à x carré moins 2x plus 2 tout fois exponentielle de x plus une constante, bien sûr. Donc, ça met fin à la correction du sujet de mathématiques du CEDI 2019. D'accord, rendez-vous pour une prochaine vidéo pour la correction du sujet du CEDI 2020 pour nous encourager à continuer de l'avant, à faire toujours ce travail. Nous vous prions de vous abonner et de partager la vidéo et activer la cloche de notification. Ça peut aider plus d'une personne. Et nous restons à votre disposition. Nous avons conçu un document qui corrige tous les anciens sujets du CEDI, mathématiques et économie. Et nous vous accompagnons en ligne pour la préparation de ces concours. À très bientôt.